Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo intitulée série télé confinement. Bon, une vidéo, je te dirais, qui colle pas mal à l'actualité étant donné où est-ce qu'on se retrouve tout le monde. On est 1 milliard de personnes à être confinées dans nos appartements à cause du coronavirus. On voit un petit peu l'horreur qui se passe partout dans l'actualité, surtout dans certains pays, je pense notamment à l'Europe en ce moment ou en Chine auparavant. Donc l'idée que ma conjointe et moi on a eu de faire peut-être des vidéos pour changer le moral un peu, être un peu plus de bonne humeur. Et nous, ce qu'on a décidé de faire dans cette période de confinement, on refait un petit peu le même système dont j'avais parlé dans la vidéo sur Noël, hein, nos films de Noël. Mais nous, on fait tourner des séries télé en arrière, des séries télé américaines qui vont nous changer les idées. Toute la journée, ça tourne. C'est des séries télé avec des épisodes très courts de 20-30 minutes qui sont quand même très, très proactifs comme séries télé au niveau de la narration et de l'interaction entre les personnages. Donc, ça nous change d'idée, ça nous permet de rester à la maison parce qu'on est confiné, mais en même temps d'être dans un autre univers qui est relativement drôle. Et sans oublier, bien entendu, l'horreur de l'actualité, mais continuer aussi notre vie. Je sais, je suis en contact quand même, on continue notre vie, on n'a pas le choix, hein. C'est ça l'objectif, et c'est d'essayer d'être tous le plus possible en santé et de ne pas se contaminer. Je suis en contact avec différentes personnes au travers des deux chaînes, surtout notre chaîne sur les migrations. Il y a des gens pour qui le confinement peut être très compliqué à cause du télétravail, des enfants qui sont à la maison. La vie est devenue bien plus complexe, donc si on a une possibilité d'un petit peu de changer les idées, d'être un petit peu plus joyeux, pourquoi pas. Donc voilà, ces idées de peut-être, c'est le terme de la vidéo, idée, hein, je dis tout le temps idée, c'est de peut-être, voilà, une suite de vidéos comme ça, séries et confinement, peut-être après on fera télé-réalité et confinement, film et confinement, etc. On verra. Donc là, 5 séries américaines pour un peu changer les idées, on va voir ça tout de suite. Alors la première série dont je voudrais parler, c'est Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine qui est une série qui date de 2013 et qui passe encore à l'heure actuelle à la télévision. C'est une série qui est quand même notée 8.4 sur IMDb, c'est quand même assez haut. C'est une série, tu verras aussi, qui est sur le même modèle hein, que toutes les autres séries dont je vais parler, c'est-à-dire tu as à peu près 20 ou 30 minutes par épisode avec réellement des épisodes proactifs. C'est créé par Dan Grove et Michael Schur. Dan Grove et Michael Schur, ce sont des gars qui sont des writers, on appelle ça comme ça, de sorte de scénaristes ou d'écrivains si tu veux, qui sont dans les late night shows aux États-Unis, comme par exemple Jimmy Fallon ou Jimmy Kimmel, pour ne citer que, mais il y en a bien d'autres. Et ils ont créé notamment Brooklyn Nine-Nine, cette série-là, mais pas que. Ils ont aussi créé Park and Recreation, ils ont créé aussi The Office et The Good Place. Dans la vidéo, tu vas voir par la suite, il y a d'autres segments et je vais parler de Park and Recreation et The Office notamment. C'est avec Andy Samberg, qui lui aussi d'ailleurs vient des Late Night, qui s'était fait connaître avec son groupe Lonely Island. Si tu connais pas, va trouver ça sur YouTube, c'est vachement bien ce qu'ils font. Il y a notamment un film aussi qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps sur Netflix où ils jouent à un joueur de tennis, qui est aussi un avec le baseball. Il y a Popstar aussi, en tout cas. C'est cultissime Lonely Island, mais ils se sont fait connaître grâce à ça. Et Andy Samberg, après ça, s'est fait embaucher sur les Late Night. Donc d'ailleurs, peut-être je vais continuer là-dessus, parenthèse, quand Brooklyn Nine-Nine a été créé, Andy Samberg ne voulait pas participer à Brooklyn Nine-Nine en disant « je veux faire une pause de télévision parce que je viens des late night et j'ai déjà fait énormément de télévision ». Et finalement, Dan Grove et Michael Schur, qui le connaissaient très bien, lui ont dit « oh oui d'accord, mais lis uniquement le scénario, tu prendras ta décision après ». Une fois qu'il a lu le scénario, il a trouvé ça tellement drôle qu'il a dit « ok, non, mais c'est sûr, il faut que je participe à ça, c'est juste drôle ». Donc on retrouve Andy Samberg au niveau des acteurs, Terry Crews, on retrouve Andre Braugher, Chelsea Peretti, Jolo Trujillo, Stéphanie Beatriz et Melissa Fumero. Alors, cette série télé parle de quoi? En fait, ça va être la vie d'un precinct, on appelle ça comme ça aux États-Unis, c'est-à-dire une sorte de commissariat à Brooklyn, naturellement, qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine. Et tu as un nouveau capitaine dans le premier épisode qui s'appelle le capitaine Raymond Holt. Raymond, je pense, Ray Holt. C'est Raymond qui vient prendre son poste et qui découvre un petit peu ce commissariat plus que atypique, notamment à cause d'un mais surtout à cause d'un des détectives qui s'appelle Jay Peralta, joué par Andy Samberg, qui est un des meilleurs policiers qui existent, mais dont l'irresponsabilité
est aussi importante que le fait qu'il soit tant compétent. Donc, ça te donne une idée d'un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Jack Peralta, peut-être, parenthèse là-dessus, est un fan incontournable de Die Hard, la série Die Hard. Il connaît tout sur Die Hard. Il connaît tout par cœur. Donc, voilà. Série télévisée qui est hyper intéressante. Une série télévisée qui, je vais commencer à en parler tout de suite, et je le répéterai peut-être pas pour les autres séries télé, mais qui fonctionne sur le même système, c'est-à-dire la création des personnages qui est ultra importante. D'un seul coup, il y a un nuage, ça a changé la couleur. Hein. Il y a un nuage qui est arrivé, il fait super beau, il y a un nuage, on dirait qu'il fait nuit en tout cas. J'ai un éclairage, ça devrait aller. Bref, oui, donc c'est ça, donc des épisodes qui sont hyper actifs et dont la narration, c'est super importante, est réellement basée sur l'équilibre entre les personnages. Donc, il faut réellement qu'il y ait une psychologie de personnages qui soit réellement bien établie, puisque on joue dans l'interaction entre personnages au gré de chaque aventure. Et évidemment, tu vas avoir un fil rouge au fur et à mesure de ces aventures-là, mais il ne faut pas oublier que ce sont des épisodes de 20-30 minutes, c'est très très actif. Donc réellement, la création de tes personnages, c'est ce qu'il y a de plus important dans ces séries-là. Dans les séries dont je vais parler, il y a eu le même système aussi de créativité qui est assez intéressant, donc j'en parlerai pas dans les autres séries aussi. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écrivaient, ou qu'ils écrivent, ça continue encore de la même manière, les scénaristes, etc., les réalisateurs écrivent donc les scénarios qu'ils donnent aux acteurs. Les acteurs apprennent leur texte, ils jouent à 3 ou 4 reprises sans erreur, hein, 3 ou 4 bonnes reprises, le texte tel quel. Et après ça, le réalisateur, scénariste, souvent c'est le même, demande aux acteurs de le refaire sur la même base de texte, mais avec des moments d'improvisation à l'intérieur. Donc il y a des parties improvisées, ce qui explique pourquoi tu vas retrouver beaucoup, par exemple dans Brooklyn Nine-Nine, si on parle de cette série-là en ce moment, du Andy Samberg dedans. Tu vas retrouver beaucoup de ses idées, parce qu'on lui permet d'improviser. Des fois, il ne garde pas les improvisations qu'il les juge trop mauvaises, et des fois, il les garde parce que c'est terriblement bon par rapport à ce qui avait été écrit, voire même des fois, c'est arrivé aussi dans certaines séries dont je vais parler, ils rebondissent sur ces idées-là pour modifier la trame. Donc, ça peut être aussi pas mal bon dans le reste de la série. Pour Brooklyn Nine-Nine, très rapidement, on va peut-être commencer par parler de ça. Dan Schur et Michael Schur et Dan Groh se sont pointés vers les producteurs, mais à l'époque, ils avaient déjà fait The Office et d'autres choses. Ils sortaient des Late Night. Ils ont proposé Brooklyn Nine-Nine sans aucun scénario, sans rien d'écrit, absolument rien, juste en faisant un pitch verbal. Et ça a été acheté par les producteurs parce qu'ils étaient quand même déjà connus dans le milieu, on s'entend, donc ça a bien fonctionné pour eux. Brooklyn Nine-Nine, après 5 saisons, a été annulé par la Fox de manière radicale. C'est-à-dire qu'après la Fox a regardé son audimat, a dit « Ok, ça fonctionne pas très bien, donc on arrête là tout de suite la série ». Du coup, ça n'a pas donné le temps aux scénaristes de pouvoir écrire une trame qui se terminait au niveau de la narration. Ce qui s'est passé, c'est que les fans inconditionnels de Brooklyn Nine-Nine ont trouvé ça plus qu'un mauvais choix, et ils l'ont fait savoir. Donc, à travers Internet, ils ont fait des pétitions, ils ont été frappés aux portes pour certains même, ils ont même fait des sittings devant les maisons de production pour remettre Brooklyn Nine-Nine à la télé, parce que c'était des fans inconditionnels. Devant ça, la NBC, 24 heures après que la Fox ait décidé de complètement shutter down le programme Brooklyn Nine-Nine, a racheté les droits en disant « Nous allons tourner une 6e saison », ce qu'ils ont fait, en donnant une véritable conclusion, finalement, à la série télé, et ça va être la dernière saison. Ils ont tourné la 6e saison, ils l'ont faite avec leur conclusion, mais ils ont eu, par rapport à leur chaîne de télé, un tel audimat, ça a tellement explosé, ça a créé tellement d'engouement, ils ont vu ça dans leurs chiffres, ils ont dit, mais non, c'est complètement fou, c'est complètement cinglé. Donc ils ont fait re-signer tous les acteurs pour une saison 7 et une saison 8. Donc à l'heure actuelle, on attend la saison 8 qui va sortir en 2020, et il y a la saison 7 qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc c'est ça, Brooklyn Nine-Nine. Je terminerai là-dessus. The Office. The Office, une série télé qui a été retransmise à la télé entre 2005 et 2013 et qui a eu 9 saisons. The Office, créé par Greg Daniels, mais qui est repris sur une idée de Ricky Gervais et Stephen Merchant, que tu connais sûrement, sont des acteurs anglais, mais qu'on voit très souvent aussi dans des films américains. Stephen Merchant, on l'a vu dans le dernier film de Taika Waititi,
notamment, qui s'appelait Jojo Rabbit. C'est un très très bon film que j'avais quand même pas mal apprécié, qui était plus un drame qu'une comédie en fin de compte, mais qui était quand même relativement bien fait. Bref, parenthèse fermée, la série originale de The Office, qui était donc une idée anglaise, elle, on l'a pu la voir uniquement entre 2001 et 2003, il y avait juste 3 saisons. Notamment dans cette série-là, tu pouvais retrouver le grand Martin Freeman, qu'on a pu par après, voir toute l'étendue de son talent dans Sherlock Holmes, que nous on a super adoré avec Benedict Cumberbatch, et Martin Freeman, une des meilleures séries d'après moi qui ait jamais existé, notamment. Il y en a eu plein, il y a plein de bonnes séries, mais elle fait partie peut-être des meilleures séries qui existaient, vraiment très très bien faite. Et notamment dans The Hobbit, après Martin Freeman, évidemment. On l'a revu par après. Donc The Office, alors qui joue là-dedans? Ben, évidemment Steve Carell, ben, évidemment, je ne sais pas si c'est évident pour toi, mais si tu l'as pas vu, il faut que tu regardes ça, c'est cultissime, The Office. Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski, Ren Wilson, notamment dans cette série-là. Alors, The Office, c'est une série télé qui, comme le disait ma conjointe, ça fait partie des séries télé que tu es mieux de sauter la première saison et d'aller directement à la deuxième saison et d'embarquer dans la narration. Parce que la première saison, en fait, c'est une adaptation littérale de la série télé anglaise et c'est très inconfortable à regarder. C'est littéralement le thème. T'es pas bien quand tu regardes ça. Et là, tu vas partir sur un mauvais a priori en te disant c'est une très mauvaise série. Et je sais de quoi je parle parce que moi, je suis passé par là. Quand j'ai vu la première saison, j'ai même pas été jusqu'au bout. Et j'ai dit à ma conjointe, non mais je regarderai pas ça, c'est une horreur. C'est juste dégueulasse. Le personnage de Steve Carell, Michael, est littéralement diabolique avec ses employés. En plus d'être quelqu'un de complètement incompétent dans son job. Donc ça m'était vraiment mal à l'aise. Mais à partir de la saison 2, à ce moment-là, on voit que les scénaristes ont pu remodeler les personnages tout en gardant leur psychologie et créer une véritable narration qui s'est adaptée par rapport à la psychologie des personnages et surtout radoucir Michael énormément. Donc le personnage de Michael, joué par Steve Carell, a été pas mal radouci. C'est une série télé que je te conseille. Les deux créateurs précédents dont j'ai parlé ont travaillé sur cette série télé-là. Les deux créateurs, Dan Grohr et Michael Schur, donc ça s'est terminé en 2013, de Brooklyn Nine-Nine, je vais terminer mes phrases, et c'est comme ça qu'ils étaient d'ailleurs allés dans le bureau des producteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Petite anecdote peut-être sur cette série. Alors, c'est une série vraiment un incontournable. Tu vois des memes sur internet. Il y a nous souvent on la remet. Il y a des scènes d'anthologie dedans. C'est la même affaire que Brooklyn Nine-Nine dont je parlais tout à l'heure. Ils ont laissé la place à beaucoup d'improvisation. Je te répéterai pas le système, je viens de le dire à l'instant. Donc, il y a beaucoup d'improvisation des acteurs dans leurs personnages. C'est anthologique. C'est juste anthologique. Évite la saison 1. Peut-être petite anecdote, Bob Odenkirk, qui est le gars qui joue Better Call Saul à la fois dans Breaking Bad et dans la série télé Better Call Saul, était celui qui devait jouer le rôle de Michael jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire au premier jour de tournage. Il était sur le point d'aller tourner. Mais en fait, les prods voulaient absolument Steve Carell, mais Steve Carell avait refusé car il était occupé dans une série télé qui s'appelait Come to Papa de 2004, qui malheureusement, après 4 épisodes, a été annulée. Donc, vu au fait que ça a été annulé, ils ont tout de suite appelé Steve Carell qui a dit bah oui, c'est bon, tout de suite je viens. Et malheureusement, Bob, même s'il avait déjà eu les mesures du costume et tout ça, qu'il avait revêtu et qu'il était prêt presque à dire sa première ligne de dialogue, tu dégages, Bob. c'est Steve Carell qui prend ta place. Bob n'était pas super connu, Bob Odenkirk n'était pas super connu à l'époque, donc j'imagine que ça a beaucoup joué là-dessus. Dernier élément peut-être, en ce moment est en pré-prod, donc c'est sûr que c'est un peu mis entre parenthèses à cause du coronavirus. On va commencer la production de Space Force, créée par Greg Daniels, toujours le même créateur de The Office. J'appelle ça un créateur parce que comme je t'ai dit, après la saison 1, ils ont réellement créé leur contenu plutôt que l'adaptation de The Office anglais. Space Force, créé par Greg Daniels et Steve Carell sur une idée de Donald Trump. Et oui, parce que Donald Trump veut absolument créer une armée de l'espace. Donc ils ont trouvé ça génial, Steve Carell et Greg Daniels, comme idée. Ils ont dit on va adapter ça, style The Office quoi. Ça va être un truc génial quoi, avec des gens hyper incompétents dans l'espace et tout, des militaires qui savent pas ce qu'ils font et qui sont soi-disant des grands professionnels en haut de la hiérarchie, comme ça peut exister et que
sûrement, je te dirais, sûrement, hein, sûrement j'ai déjà vu moi-même dans mon travail, mais je ne le dirai pas. À l'intérieur de cette série-là, on va retrouver notamment John Malkovich, qui va jouer un docteur. Juste à cause de ça, j'ai hâte de le voir. Évidemment, Steve Carell qui a le rôle principal. Donc, si on retrouve Michael dans l'espace avec un John Malkovich qui viendrait de Burning After Reading, par exemple, pour moi, ça va être juste fantastique. C'est un super mix. Donc, The Office, si tu l'as pas vu, regarde ça, mets-le en arrière, ça va te décontracter. C'est vraiment drôle. Parks and Recreation, entre 2009 et 2015, cette saison. Créé par Greg Daniels et Michael Schur. Toujours les mêmes gars, je te l'ai dit, toujours les mêmes gars. Ça aussi, c'est une série télé qui pour moi est un incontournable. Ça reprend le même système que The Office, c'est-à-dire mockumentary. On fait semblant de tourner un documentaire avec des manières de filmer très intimistes. La caméra est au mauvais endroit au mauvais moment, mais du coup ça nous fait beaucoup rire parce qu'on voit un personnage en arrière-plan qui fait quelque chose qu'il n'était pas censé faire et qui devient, ou qu'il est censé faire, et qui devient ultra comique. Donc c'est avec Amy Poehler, encore une madame qui vient des Late Night, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Rashida Jones et Aziz Ansari. Donc ça c'est une série télé aussi qui pareil est un incontournable. La même chose que The Office, il faut que tu sautes la saison 1, j'ai eu exactement le même sentiment quand on a regardé le premier épisode de Parks and Recreation, c'était juste horrible. Non, moi je l'ai laissé tomber pendant un an, je suis pas retournée. J'ai écouté genre 2 épisodes puis je suis plus assez. À ce point-là, pendant un an. Hey, le soleil revient, le nuage est parti, c'était super long. Je pourrais pas couper le nuage au montage. Bon, série, vraiment, voilà, un incontournable, tu peux le regarder, tu peux le mettre en arrière-fond, c'est vraiment juste génial. C'est vraiment une très bonne série. Anecdote par rapport à la série, vraiment tournée dans le même style, encore une fois, je te dis de The Office. Hein. Donc, c'est complémentaire. Je te dirais. Anecdote par rapport à la série, le rôle de Andy joué par Chris Pratt. En fait, Chris Pratt a apparu à la première saison. Et évidemment, c'était un petit peu sa manière à lui de se faire connaître. Hein. C'est comme, ok, j'ai réussi à avoir un rôle là-dedans, il faut que je me fasse connaître. Donc, il a tout fait en termes d'improvisation. Il est quand même assez bon. C'est un comédien qui est très, très physique au niveau des improvisations. Moins verbal, mais très physique. Donc finalement, l'audience a tellement aimé le personnage que la production a décidé de le garder et le personnage est devenu récurrent au fur et à mesure des saisons, mais il devait être là que pour la première saison. Toujours Chris Pratt, par rapport à son personnage, Andy chante dans la série et en fait, il a repris la voix de Eddie Vedder. Il imite quand il chante Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam. C'est ça qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il a créé son personnage d'Andy qui chante, c'est sa manière de faire. Et aussi, comment il s'appelle? Joe Karaté? Je sais plus, Andy Karaté? Johnny Karaté. Johnny Karaté. Ça aussi, c'est une improvisation de Chris Pratt, comme je disais, qui est un personnage, qui est un acteur plus physique que verbal. C'est une de ces improvisations qu'on voit du coup dans la série. La carte de Pawnee, qui est la ville fictive où se passe Parks and Recreation, est une version exactement inversée de la ville de Muncie en Indiana, si tu le savais pas. Aubrey Plaza a aussi vu le départ de sa carrière grâce à cette série-là en jouant le rôle d'April qu'elle a créé elle-même par rapport au texte qu'elle a pu lire. Et en fait, elle s'est inspirée de sa sœur. Donc, si tu te demandes d'où vient le personnage dans tous les films que tu vois d'Aubrey Plaza, qui joue toujours un petit peu April, je te dirais, dans tous ses films, mais en fait, c'est sa sœur qui est comme ça, c'est pas elle. Ça devait être à la base un spin-off de The Office. C'était ça l'idée. Finalement, ils ont laissé tomber l'idée en se disant que ça fonctionnerait pas. Donc parce que ça devait se passer exactement au même endroit que The Office. Finalement, ils ont déplacé ça, ville de Pawnee, ils ont tout créé, etc. Ils ont juste gardé l'état d'esprit mockumentary. Ils l'ont tourné de la même manière et tout le reste a été modifié. Et je terminerai peut-être au niveau des anecdotes par rapport à cette série qui est cultissime également, avec Jim O'Heir qui joue le rôle de Jerry. Alors, les scénaristes en arrière étaient un petit peu tristes parce que ce personnage-là, ils l'ont créé comme une sorte de victime. Hein. C'est un personnage qui, malheureusement, est la victime de tous les autres personnages au fur et à mesure de la narration et tout le temps. C'est sans arrêt. Mais Jimmy O'Heir est un acteur qui est très très connu sur les plateaux pour être quelqu'un d'excessivement gentil, très très sympathique. Donc les gens se sentaient hyper mal, surtout les scénaristes. Donc ils ont décidé, en arrière, de lui filer comme narration la meilleure vie possible. C'est-à-dire 3 belles filles,
une belle femme, une superbe maison, ultra Une riche. famille qui l'aime pour montrer. Une famille qui l'aime, très unie, tout fonctionne bien. La personne d'ailleurs qui joue sa femme est un ancien mannequin, donc ils avaient vraiment choisi ça. Donc c'est comme ça qu'ils ont contrebalancé un petit peu l'idée. C'est une série qui est hyper intéressante, qui fonctionne vraiment comme The Office, une interaction entre personnages. Évidemment, on ne peut pas passer sans Nick Offerman, qui est un des personnages centraux de cette série-là, qui joue leur boss, là, je sais plus. Ron Swanson, c'est ça, avec ses frères. Ron Swanson, le gars qui adore aussi faire de la charpenterie, là, ou je sais plus, de la menuiserie, en tout cas. Et d'ébénisterie. Juste pour lui, ça vaut le coup de regarder. C'est un personnage hors norme, c'est un personnage tellement caricaturé sur plein de gens que tu connais que c'est juste exceptionnel. Donc, si tu l'as pas vu, si tu veux te changer les idées encore une fois et mettre ça en arrière-fond parce que tu es confiné chez toi, je te le recommande, pas la saison 1, directement saison 2, Parks and Recreation. Arrested Development, alors ça c'est une série télé qui a eu, c'est un petit peu particulier comme série télé, comment ça s'est passé pour cette série-là. C'est une série qui a été créée par Mitchell Ovitz. Je vais expliquer après au niveau des saisons comment ça fonctionne, c'est un peu spécial. Avec Jason Bateman, Michael Cera, Portia Di Rossi, Will Arnett, David Cross, Ron Howard, qui est à la fois un personnage récurrent qui joue le rôle de Ron Howard et son propre rôle en fait, avec on voit même ses filles. D'ailleurs, dans ses filles, il y en a 2 ou 3, je ne sais plus exactement, mais il y en a une qui n'est pas une de ses filles, pour vrai. Les autres sont réellement ses filles. On voit d'ailleurs, je me souviens plus de son nom, en tout cas, une de ses filles qui est une actrice ultra connue, Bryce Dallas Howard, on la voit aussi dedans. Et Alia Shawkat. Alors, qu'est-ce qui est particulier avec cette série-là c'est que tu as eu 3 saisons en fait, de cette série-là entre 2003 et 2006. Après ça, il y a eu une interruption parce que la Fox a arrêté la série, encore une fois, de la même manière dont j'ai parlé de la série télé précédente. Elle a arrêté, c'était Brooklyn Nine-Nine, si je me souviens bien. Elle a arrêté la série à cause de l'audimat. Donc après 3 saisons, elle a dit bon, ok, c'est terminé. Netflix a racheté Arrested Development. Et en 2013, on a décidé de tourner la 4e saison. Donc à partir de 2013, c'est tourné la 4e saison. Et finalement, tu as eu une 5e saison aussi, qui a eu lieu en 2019. Donc il y a eu comme une grosse pause au milieu, c'est revenu, c'est reparti, puis c'est revenu en même temps. Ça a été un petit peu bizarre. Quand Netflix a racheté la série télé à la Fox, il était prévu qu'il y ait une 4e saison, mais Netflix ne savait pas quand. Du coup, les acteurs, leur contrat a été, pour les libérer, quelque part, a été annulé afin de les libérer. Ils sont tous partis aller jouer ailleurs. Quand la 4e saison est arrivée, évidemment, les acteurs étaient plus disponibles pour jouer l'intégralité de la série. C'est pour ça que la 4e saison, tu verras que chaque épisode tourne autour d'un personnage plus particulièrement. Ils pouvaient avoir les acteurs à un moment donné, mais ils ne pouvaient pas les avoir tous en même temps. Donc ça a été une série comme ça, qui c'est un petit peu, comment je te dirais, qui fonctionne un peu avec des saisons brinque-ballante. C'est un petit peu bizarre, les 3 saisons se suivent et puis après ça, il y a eu de l'espace de temps entre les différentes saisons. Pourquoi cette série-là est intéressante? Elle est filmée un peu en style mockumentary. Il y a plusieurs choses que je retiendrai. D'abord, le thème du mensonge, que tu ne retrouves pas dans les autres séries à ce niveau-là. C'est-à-dire que réellement, ça fonctionne avec des personnages qui se mentent les uns aux autres et ça fait évoluer la narration à travers le mensonge. Et quelque part, on va dans des endroits complètement impossibles. Et il arrive même des moments qui sont ultra comiques où le personnage qui ment sait que le personnage qui lui répond, par exemple au travers d'une conversation téléphonique, lui ment en retour puisque lui connaît la vérité. Mais il ne peut pas dire au personnage qui ment puisqu'il ment. Donc ça fait des situations ultra cocasses. C'est vraiment magique comme série télé. Juste à cause de ça, le pouvoir du mensonge au travers de la série est phénoménal. Deuxième point dont je voulais parler, c'est Ron Howard. Ron Howard fait la narration de cette série-là. Alors au départ, il devait faire la narration juste pour le premier épisode et finalement il s'est retrouvé à faire la narration de tous les épisodes jusqu'à la fin de la série télé. Et Ron Howard joue Ron Howard. Mais il se narre aussi à un moment donné. Il se narre lui-même. Et là, ça devient complètement fou. Il se narre, il est conscient qu'il se narre. Fait qu'il fait du snark un peu. Puis comme il donne des conseils aux autres narrateurs pour dire, tu vois, c'est comme ça qu'il faut qu'on narre. Comme je viens de faire là, c'était malade. Là. Oui, c'est ça. Et là, à quel point les personnages sont au courant qu'il y a un narrateur aussi. Là aussi, ça joue là-dessus. On ne sait pas trop à quel point ils sont au courant qu'il y a un narrateur ou qu'il n'y en a pas.
Bon, une série télé qui est vraiment, d'après moi, un incontournable. C'est une série télé que personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à regarder. Je voulais pas la regarder à cause de Jason Bateman. Ça me tentait pas, etc. Il y a Will Arnett là-dedans, mais que j'aime beaucoup. Will Arnett qui fait la voix de BoJack, hein, mais notamment, mais c'est aussi un grand acteur. Mais finalement, ma conjointe l'a mis. Elle fait souvent ça. Elle met des choses à la télé, elle me demande pas mon avis et c'est très bien comme ça. Mais j'ai rien à dire, c'est parfait. Donc quand ça m'intéresse pas, je regarde pas. Mais finalement, j'ai accroché à cette série-là. Je remercie ma conjointe, c'était vraiment un bon moment. C'est super bon comme série. Alors, Jason Bateman, au niveau des anecdotes, Jason Bateman, il faut savoir que c'est un acteur qui est un acteur enfant. C'est un acteur, son père était acteur. Donc, bon, voilà. Hein. Son père était acteur et son père a créé une des plus grosses boîtes de production à Hollywood. Fatalement, hein. Et lui, il est devenu acteur par la force des choses, j'imagine. Il pouvait faire autre chose, mais tu sais, comme le fils de Nicolas Cage fait autre chose, mais là, lui, non, c'est pas le cas. On parlera pas de Nicolas Cage. Jason Bateman a commencé avec son premier rôle dans La Petite Maison dans la Prairie en 1974, à l'âge de 12 ans. Il jouait James Cooper Ingalls, donc le fils de Charles Ingalls. Ah, il est bon mon accent, Ingalls, hein, c'est bon. Donc il était vraiment, vraiment jeune, et on le voit aussi, si tu te demandes, en tant qu'enfant dans Knight Rider, ça s'appelait K2000, avec David Hasselhoff, où à un moment donné, Kit c'est la voiture, elle a plus de morale, mais Jason Bateman, l'enfant, arrive et il redonne la morale à Kit, qui en plus, Kit avait perdu un peu la mémoire, donc si tu te demandes d'où il vient de là. Jason Bateman, à un moment donné, il essayait tant bien que mal de faire carrière, mais à peu près dans les années 90, quand il n'a plus été enfant, il n'inspirait plus Hollywood. C'est souvent comme ça, hein, pour les... Pas tout le temps, mais souvent pour les acteurs enfants. Une fois que tu n'es plus enfant, Michael Culkin, je pense à lui par exemple, on s'en fout un peu de toi. Donc il y a eu une grosse traversée du désert, et Arrested Development, en 2003, a carrément été une résurrection pour Jason Bateman, qui lui a revu une nouvelle carrière, qui est un des meilleurs amis d'ailleurs de Ryan Reynolds, si tu voulais savoir, et renouveau de sa carrière, et c'est comme ça qu'on l'a vu au travers de différentes comédies par la suite, et encore à l'heure actuelle, Jason Bateman. Alia Shawkat, il faut savoir que c'est un de ses premiers rôles à Arrested Development, elle n'était pas connue avant ça, elle avait fait State of Grace en 2001, mais jeune aussi. C'est ça, c'est une série télé, State of Grace, qui a 2 ou 3 saisons, je ne sais plus exactement. C'est 2 copines, une qui est catholique, une qui est juive, et c'était soi-disant quelque chose de ultra familial. Hein. C'était basé sur la comédie, les problèmes évidemment entre les deux cultures, on ne se comprend pas et ça devient drôle. Mais c'est vraiment Arrested Development qui a débuté sa carrière, parce que State of Grace n'a pas nécessairement beaucoup fonctionné, mais Arrested Development a été quelque chose qui a lancé la carrière de pas mal tout le monde, je te dirais, qui jouait là-dedans. Donc, ou en tout cas confirmé, si ce n'était pas le cas. Donc, super bonne série, si tu veux la voir. Arrested Development, j'adore l'idée du mensonge là-dedans. Moi, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup. Comment les personnages s'enterrent. Des fois, ils arrivent à s'en sortir et c'en est presque frustrant. Arrested Development. Je terminerai avec la série télé Community, entre 2009 et 2015. 6 saisons, de Dan Harmon. Alors, si tu te demandes qui est Dan Harmon, t'as juste à regarder mon t-shirt. Porté pour la circonstance. J'ai même pas fait exprès. C'est même pas voulu. Donc, c'est ça, de Dan Harmon, notamment donc Justin Roiland et Dan Harmon sont les créateurs de Rick et Morty. Mais là, Community, c'est Dan Harmon. On retrouve dans cette série-là Joel McHale, Danny Pudi, Donald Glover, Alison Brie, Killian Jacobs, Chevy Chase et Ken Jeong. Tout de suite, en partant, en commençant tout de suite, on va laisser de côté Chevy Chase, on va tout de suite en parler, là, on va mettre ça de côté. C'est une personne relativement horrible. Donald Glover a eu énormément de problèmes sur le tournage avec Chevy Chase. Tout le monde a eu un problème sur le tournage avec Chevy Chase, qui est une personne impossible. Mais Donald Glover a eu beaucoup de problèmes parce que Chevy Chase lui faisait énormément de remontrances racistes. C'était très compliqué pour lui. Donald Glover, quand on lui a posé la question, qui a l'air quelqu'un de quand même relativement, je te dirais, sympathique, a répondu en disant oh, oui, mais je suis sûr que en fait, c'est quelqu'un qui a plus de carrière, Chevy Chase. C'est ça qu'a dit Donald Glover. Donc je pense qu'il est frustré du fait que d'autres réussissent à commencer leur carrière quand lui, il voudrait peut-être en ressusciter une ou continuer à en avoir une qu'il n'a plus pour des raisons d'ailleurs très inhérentes à son comportement sur les tournages et la manière dont il interagit, je te dirais, avec les gens, les réalisateurs, les scénaristes. Mais il a dit qu'il pensait qu'il y avait quand même quelque chose de bon à l'intérieur de Chevy Chase. Que c'était quand même une bonne personne. Ça, c'est ce qu'a dit Donald Glover. Saturday Night Live, il y a super longtemps, là, où il disait qu'il avait créé l'humour, qu'il était prétentieux comme pas possible, au point qu'il s'est fait virer du Saturday Night Live.
Ouais. Je pense que c'est juste une merde, ce monsieur-là. Probablement, mais en tout cas, des autres acteurs ont eu pas mal de mal à travailler avec Chevy Chase, qui n'est pas une personne relativement sympathique. Alors, c'est une série télé qui est créée par Dan Harmon. Ça veut dire que la base de la série, qui s'appelle Community, c'est l'école pour les adultes. Ok, les adultes, c'est comme ça aux États-Unis. Les adultes qui veulent retourner à l'école pour aller chercher un diplôme ou quelque chose, ou se remettre à niveau. Alors, il faut te dire que si la base de la série est une série qui est très sérieuse, hein, on part sur là-dessus, c'est Dan Harmon, le créateur en arrière. Si tu connais un petit peu Rick et Morty, tu vois tout de suite qu'on va partir dans des endroits un petit peu fantaisistes. Donc ce qui se passe avec Community, c'est que quand ma conjointe elle avait mis ça à la télé, moi au départ je comprenais pas parce que je pensais, et les premiers épisodes sont comme ça, c'est une série qui est quand même comique, certes, mais sérieuse. Un peu comme Brooklyn Nine-Nine par exemple, qui se passe dans un commissariat. Ok. Bon, un sitcom. Mais finalement, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'on se retrouve dans à peu près n'importe quoi, un petit peu à la Rick et Morty, je te dirais. Avec des univers parallèles, plein de choses qui se passent, qui sont absolument pas réalistes et qui sont entièrement fantaisistes. C'est sûr que quand tu regardes cette série-là, il faut garder ça en tête. Si tu gardes ça en tête et que tu commences à regarder la série, tu te dis, ok, à un moment donné, on va partir dans du n'importe quoi, tu vas avoir vraiment du très bon temps. Ouais, Community, c'est un dessin animé, mais joué par des images. Dessin animé joué par des humains. Très bien dit. Anecdote par rapport à cette série-là. Alors, Dan Harmon, c'est pas quelqu'un d'ultra professionnel. Ceux qui sont fans de Rick et Morty l'ont peut-être vu. Je sais pas ce qu'il en est, peut-être ma conjointe pourrait plus le dire, de Justin Roiland, mais Dan Harmon, c'est pas terrible. Je sais pas, je pense que Justin Roiland est vraiment pire. Il est pire. Bon, alors, finalement, c'est peut-être pas lui. Dan Harmon s'est fait virer de Community. Il s'est fait virer de sa propre série télé. Faut le faire. Réalisateur, créateur, scénariste, s'est fait virer par les producteurs en disant non, mais t'es jamais à l'heure, on n'a pas les textes. On travaille sous pression parce que tu n'es pas capable de nous livrer du matériel. Donc tu dégages, on va nous-mêmes engager un réalisateur, on va engager notre scénariste. Toi et ton équipe, parce qu'il y avait 2-3 gars qui travaillaient avec lui, vous partez. Ils sont partis pour la saison 3. Finalement, la saison 3 a vu ses chiffres plomber. Donc ils ont réengagé Dan Harmon pour la saison 4. Donc Dan Harmon est revenu à la saison 4 de la série télé à 6 saisons. Je finirai peut-être en parlant de Danny Glover. Donald Glover, pas Danny Glover. Donald Glover. Danny Glover, c'est un vieil acteur. Donald Glover a rien à voir d'ailleurs avec Danny Glover. Ils n'ont absolument aucun lien de famille. Donald Glover, à la base, c'est un scénariste et rappeur sous le nom de Childish Gambino. Si tu vas aller voir sur YouTube, tu vas sûrement trouver plusieurs de ses chansons. Donald Glover, c'est un scénariste à la base. C'est-à-dire qu'il a une formation de scénariste. Il est sorti scénariste de son université. Je ne sais plus laquelle exactement. Il a participé à un concours de scénario qui était donné par Tina Fey et il l'a gagné. Donc, il a été embauché sur la série télé qui s'appelle 30 Rocks, que tu as pu voir entre 2004 et 2013, créée par Tina Fey, dont notamment dedans tu retrouves Alec Baldwin ou Tracy Morgan. Notamment, Donald Glover fait quelques apparitions. Ça a été un des scénaristes et c'est comme ça qu'il est rentré dans le milieu du cinéma. Il essayait à l'époque, évidemment, de faire aussi une carrière de rappeur, ça marchait plus ou moins, mais après, en étant dans le milieu, c'est certain que ça a bien plus fonctionné. Il a été sur Community, il a fait le rôle de Community qui l'a complètement fait exploser sa carrière et qui l'a révélé à tout le monde, puisqu'il était principalement que scénariste sur 30 Rocks. Et en 2016, il a créé une autre série qui s'appelle Atlanta, et qui d'ailleurs a été renouvelée par une 4e saison en 2020, avec Keith Stanfield, je pense, de mémoire notamment. Donc si tu veux aller voir cette série-là, c'est quand même une série aussi de qualité, peut-être un petit peu plus sérieuse quand même, sur le monde des rappeurs qui essayent de percer à Atlanta. Une connexion aussi, interaction entre personnages, interaction avec la communauté autour d'eux. C'est une série télé qui est quand même très très intéressante. Donc Atlanta aussi, Donald Glover est là-dedans. Childish Gambino, tu peux le retrouver sur YouTube. Il travaille tout le temps, Donald Glover, avec le même réalisateur dans pas mal de ses projets. Donc par exemple Atlanta, il y a beaucoup de ces épisodes qui sont réalisés par ce gars-là qui s'appelle Hiro Murai, qui est un américain d'origine japonaise. Et la plupart des clips vidéo de Childish Gambino sont réalisés par Hiro Murai, dont notamment le grand This is America. This is America. Qui a eu plein d'awards, plein de récompenses partout. This is America, tout le monde en a parlé de ce clip-là. Et c'est Hiro Murai qui l'avait mis en scène. Donc c'est quand même à noter. Donald Glover, si tu vois vraiment pas qui c'est, après tout ce que j'ai dit, c'est Lando. C'est ça, c'est Lando Calrissian dans Solo Star Wars Story, film que j'ai détesté. De Ron Howard.
dont on a parlé tout à l'heure dans la restée de développement. Bon, c'est ça. C'était juste pour parler. Donc, je sais même pas. Je le mettrai. Je sais pas si je le mettrai au montage. Le solo Star Wars Story, j'ai détesté celui-là. Je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur les différentes séries télé que tu peux regarder pendant ton confinement afin de te changer les idées, comme j'ai dit 20 000 fois dans l'introduction. Je vais essayer de faire d'autres vidéos là-dessus. J'oublie pas quand même la chaîne cinéma et les sujets peut-être un petit peu plus. Un petit peu plus. Ça reste du cinéma quand même, c'est sûr, mais on va continuer dans les mêmes sujets qu'on traitait jusqu'à maintenant. Et bien sûr, je regarde toujours aussi les différentes suggestions qu'il y a, fait qu'il n'y a pas de souci. À côté de ça, c'est sûr que je suis solidaire, encore une fois, avec tout le monde au niveau du confinement. On vit des moments qui sont pas faciles. Le coronavirus, c'est vraiment pas cool ce qui se passe à l'heure actuelle partout. Je pense beaucoup à l'Italie et à la France notamment, qui sont des pays les plus touchés, aussi l'Angleterre. Donc on essaye de rester solidaire. C'est très facile de ne pas, de rester chez soi et de juste essayer de ne pas rester chez soi. Non, d'essayer de rester chez soi. C'est très facile d'essayer de rester chez soi et justement toutes les consignes sanitaires, de les mettre, qui sont des consignes super simples, hein, de se laver les mains, d'avoir la distanciation sociale quand on sort, si tu peux sortir, ça dépend dans quel pays tu es. Nous, ici, on peut sortir. Hein, c'est un confinement qu'on appelle volontaire, on n'est pas encore dans un confinement obligatoire, bien que ça pourrait le devenir, puisqu'on est en état d'urgence sanitaire également ici au Québec. Mais je sais qu'il y a des pays comme la France, d'où je viens, c'est le confinement obligatoire, tu ne peux pas te balader comme tu veux. Mais pour le reste, c'est ça, c'est quand même facile, hein, on respecte les conditions, on fait pour le mieux, et on espère qu'un vaccin ou quelque chose comme ça va être trouvé dans les plus brefs délais. On pense à nos personnes âgées, on pense aux personnes qui ont peut-être des maladies comme le diabète ou quoi, chroniques, qui sont plus en danger, et on fait notre effort. Donc moi je suis solidaire avec tout le monde là-dessus. Et je vais continuer à faire des vidéos, peut-être un peu plus parce que je suis plus disponible en ce moment. Voilà, je terminerai là-dessus. Après, comment tu dirais Stay the fuck home en français? Stay the fuck home. Lâchez-vous, putain. Ouais, c'est ça, lâchez-toi, putain. Stay the fuck home. Voilà, on va terminer là-dessus. Alors après, pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Un petit pouce bleu, on ne me voit même plus. Un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Non, Ciao. pas à la revoyure. À la prochaine. Ciao. Bye. Dit-il en regardant à gauche, on ne sait pas pourquoi. Bye. Bye.